Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver une fois encore sur School TV dans l'auditorium. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Oui, aujourd'hui je me permets de vous poser pas une mais bien deux fois la question car je vais essayer d'être encore plus attentif à vos réponses aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé. School TV vous propose cette émission spéciale, vous l'aurez compris, en direct sur la santé mentale des jeunes et sur le bien-être à l'école. C'est en partenariat avec le média Fresh Magazine. En France, il faut savoir que près de 10 000, oui, 10 000 personnes se donnent la mort chaque année. Et sans oublier plus de 200 000 tentatives de suicide, dont 40 000, je me permets de répéter les chiffres chez les 15-25 ans, des chiffres de l'ONS, chiffres de l'Observatoire national du suicide. La santé mentale chez les jeunes, grande cause nationale 2025, c'est bien, c'est super même, mais on fait quoi, on attend quoi? À quand un plan d'urgence et en attendant vers qui se tourner? Comment aider un ami ou une amie en détresse? J'imagine que vous en connaissez un ou une très certainement dans votre entourage. Comment repérer les signaux faibles avant la dépression ou avant le passage à l'acte? Comment s'en sortir à la maison, au sport, à l'école, sur les réseaux sociaux? Quelles solutions pour un environnement scolaire bienveillant avec des professionnels suffisamment formés? Je vous parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, beaucoup de questions, c'est vrai. Une heure, ça va passer très vite et je vous présente sans plus tarder nos invités que je vous propose d'applaudir. Anne-Cécile Violent, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça nous touche beaucoup pour ce sujet ô combien impactant, ô combien important. Vous êtes, je le rappelle, député Horizon et indépendant de la 5e circonscription de Haute-Savoie. Vous êtes psychologue clinicienne, ou était peut-être? Alors, j'estime que je suis toujours. On l'est toujours, c'est un peu comme les profs. J'y reviendrai. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très contente d'être là avec vous. Et vous avez récemment interpellé la représentation nationale sur l'urgence d'adopter un plan pour la santé mentale. Sébastien Penou, bonjour Sébastien. On peut l'applaudir aussi, merci. Psychanalyste. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, directeur de l'Observatoire épidémiologique, c'est long, et clinique de l'enfant et de l'adolescent, mais on est précis, psychiatrie, handicap, protection de l'enfance. Un grand merci à vous. Merci pour votre invitation. Et Miel Abitbol, bonjour Miel, salut, bonjour. Merci d'être avec nous. 17 ans, bientôt 18 17 ans, bientôt 18 Bientôt. Créatrice de contenu sur la santé mentale, très suivie sur les réseaux sociaux, près de 2 millions de suiveurs, d'abonnés, de followers, comme on dit effectivement, sur l'ensemble des plateformes et cofondatrice de Link. Link, c'est quoi, en deux mots? Link, c'est une application et une fondation pour la santé mentale des jeunes. En deux mots, c'est magnifique. Quel timing. Miel Abitbol, elle est avec nous, en chair et en os, c'est vrai, mais elle est aussi très présente. On vous disait, sur les réseaux sociaux, elle ne se la raconte pas, mais elle se raconte avec brio et aussi avec beaucoup de talent, ça donne ça. Il y a 4 ans, jour pour jour, ma vie a basculé. Après avoir été victime de harcèlement scolaire, harcèlement sexuel et d'un viol, j'ai explosé. Jeune fille de 13 ans n'avait pas les épaules pour supporter la souffrance. Elle était juste enfant. Cette fille, elle avait peur de demander de l'aide, peur d'être jugée, peur qu'on la traite de menteuse, peur de décevoir. Elle a cru que dormir pour toujours était le seul moyen de s'en sortir. Cette fille, 4 ans plus tard, elle est heureuse. Elle a galéré, hein, mais elle est heureuse. Elle rigole, elle sourit, elle danse. Elle a même créé Link, une application pour la santé mentale, alors que c'était la première à croire que 2021 serait fatal. Moi, c'est Miel. J'ai 17 ans et je veux prouver à tout le monde qu'on peut s'en sortir. On a parfois l'impression que ça ne sert plus à rien, que le monde serait mieux sans nous, mais c'est faux. La vie est belle, la vie est faite de magnifiques surprises. La vie en vaut le coup. N'abandonne jamais, reste fort et avance. Ce n'est pas une mauvaise vie, juste une mauvaise période. Et on peut l'applaudir effectivement, Miel. Je veux prouver à tout le monde que l'on peut s'en sortir. Tu as le sentiment aujourd'hui de commencer à accomplir ta mission? Bah aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, déjà, moi, je vais mieux. Donc, je vais bien, je suis heureuse. On va sourire. Un grand sourire, en rose et tout. On est bien. Fallait me dire, prévenu. Tu m'as pas prévenu. Non, mais ouais, pour moi, c'est hyper important de montrer aux gens qui me suivent parce que forcément, moi, j'ai raconté mon histoire sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, j'ai attiré beaucoup de témoignages. Beaucoup de jeunes se sont confiés à moi, de jeunes filles, de jeunes garçons. Et en fait, je vois vraiment la détresse que cette jeunesse a. Et donc beaucoup qui sont abonnés à moi, forcément qui suivent mon compte. Et c'est trop important de donner des messages d'espoir. Ouais. Ça, c'est juste ma personne, d'essayer de leur montrer qu'on peut s'en sortir parce qu'on peut vraiment toujours s'en sortir. C'est pas une mauvaise vie, c'est une mauvaise période. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Moi, j'étais fumeur. On dit souvent que quand on est fumeur, on l'est un petit peu pour la vie. C'est vrai que j'ai arrêté 3 fois. Pour l'instant, je tiens. Mais tu sens que des fois, c'est qu'il faut faire attention. Il y a des situations où on doit prendre un petit peu ses précautions. C'est la même chose quand on a des idées noires ou avec la santé mentale? De ne pas retomber? Bah ouais, c'est sûr que la rechute, elle revient et des fois elle revient très vite, elle revient au galop. Donc c'est pas évident, faut adopter les bons gestes, faut se comprendre, faut connaître les personnes sur qui on peut s'appuyer si ça va pas, parce que c'est difficile de rester tout seul quand même dans ces problèmes-là. Donc je pense qu'il faut surtout adopter les bons réflexes quand on est en crise, parce qu'on sent
il y a le moment de la crise suicidaire, donc on est vraiment au pic de la crise, mais il y a tout le avant où justement on peut encore faire des actions pour anticiper le craquage, on va dire. Et ça, c'est un truc en psychiatrie, j'ai fait quelques passages en hôpital, c'est un truc qui te font beaucoup faire, c'est les kits de secours. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je fais quand ça va pas, qui est-ce que je peux appeler, quelles activités est-ce que je peux faire. Nous, on a instauré ça dans notre application sur Link, et c'est vraiment je fais quoi, j'appelle qui, il y a un dossier coup de cœur, c'est les personnes, les choses qu'on aime, pour se remémorer un peu de positivité, c'est important. Donc vraiment trouver des alternatives au mal-être. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés, on le voit, normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc c'est signé l'OMS. Madame la députée, un jeune sur 7 entre 10 et 19 ans souffre d'un trouble mental tel que la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement ou même l'éco-anxiété. Le suicide, chez les 15-29, c'est la 3e cause de décès. On attend quoi? Je vous pose la question, mais je sais que vous avez alerté la représentation nationale. Tout d'abord, merci. Merci pour ton témoignage. Ça démarre hard quand même. Hein. Ouais. Moi, j'étais pas prête. Alors, effectivement, ces chiffres sont malheureusement exacts et avec une prévalence chez les jeunes filles, justement. Donc, on a effectivement absolument toutes les données qui peuvent nous alerter. Qu'est-ce qu'on attend? On attend justement de pouvoir mettre en œuvre un vrai plan parce que, en fait, je crois que de tout temps, la représentation nationale a alerté. Les pouvoirs publics s'en sont saisis. Alors, avec l'efficience qu'on connaît sur tous les sujets de médecine, hein, j'ai envie de dire, là, on est aussi confronté, malheureusement, à une pénurie de médecins spécialisés, qu'il s'agisse des psychiatres ou des pédopsychiatres, s'agissant justement des jeunes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on déploie, comme on essaye de le faire pour la médecine générale, il faut qu'on essaye absolument de déployer d'autres moyens qui ne se substitueront jamais aux médecins et jamais aux psychiatres quand il y en a besoin. Mais en tout cas, il y a une réflexion. Donc évidemment, le Premier ministre s'est saisi. Michel Barnier avait annoncé une grande cause nationale de 2025. Monsieur Bayrou s'est aussi saisi de cela. Maintenant, il faut effectivement qu'on voit la concrétisation. Et on est toujours vigilant justement pour pouvoir avoir une mise en œuvre de paroles qui pourraient s'arrêter à une forme d'affichage. Sébastien Ponneau, que vous inspirent ces chiffres que l'on a égrenés, que je ne vais pas répéter finalement, concernant la santé mentale et les suicides en France? Il y a beaucoup de choses. D'abord, on estime qu'aujourd'hui, c'est environ 13% des enfants et des adolescents qui souffrent de troubles mentaux et que la survenue de ces troubles a lieu en général avant 25 ans. Donc c'est très important de pouvoir anticiper et de faire de l'enfance, de l'adolescence, une préoccupation première. Ça fait très longtemps qu'on alerte sur la question de la santé mentale des enfants et des adolescents. On a eu un rapport INSERM en 2016, rapport IGAS, Cour des comptes, HCFEA. Donc ça fait très longtemps qu'on sait qu'effectivement, il y a un malaise chez les enfants et l'adolescent, et aussi un malaise dans les secteurs de la pédopsychiatrie, du médico-social et peut-être aussi de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a affaire à un déficit de professionnels, médecins psychiatres de mémoire, c'était 597 sur l'ensemble du territoire, ça fait entre 3 et 6 par département, avec des départements sans médecins psychiatres, donc là il y a la question de l'adressage. Et à l'école, on est dans des situations qui peuvent aussi être complexes. Je donne juste quelques exemples. Médecine scolaire, il y a seulement 2 enfants sur 5 qui ont droit, qui ont une visite médicale qui est pourtant obligatoire, 2 sur 5. Psychologue scolaire, les collègues de l'Éducation nationale, un psy-EN pour 1500 enfants, une infirmière pour 4 à 8 établissements. Dans ce cas-là, je ne sais pas vraiment comment on peut mettre en œuvre des politiques et des pratiques de prévention, d'accompagnement, de soins, d'orientation qui sont satisfaisantes. Et je rejoins Madame la députée, ce sont des questions qui sont extrêmement complexes et dont les réponses méritent de faire le cœur des politiques publiques et de manière la plus articulée possible. Il y a une différence entre santé mentale et maladie mentale ? On prend le problème dans un sens ou dans un autre. Moi, je ne suis pas tout à fait satisfait de la définition que vous avez donnée de l'OMS. Par exemple, dire
être en bonne santé mentale, c'est... Je peux vous poser la question d'ailleurs. Ouais, non, être capable d'être productif pour la société, ça s'interroge. Je trouve que c'est intéressant, la question que vous posez, de le prendre du côté de, ben oui, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance psychique, il y a de la souffrance mentale, il y a des troubles mentaux, et la psychiatrie, la pédopsychiatrie, le secteur médico-social ont été pensés, créés dans l'efficace des années 1960-1970 pour répondre à ces difficultés, à ces problématiques. Alors, bon, le fait de le prendre sur le versant de la santé, pourquoi pas, mais à condition que ce ne soit pas un déni de ce qui fait une souffrance qui nous concerne tous, comme vous l'avez souligné. Miel, je crois que tu as interpellé le président de la République, tu avais écrit il y a un petit peu plus de 4 ans, et tu as relancé un petit message, c'était il y a quelques jours, et incroyable mais vrai, il a répondu. Bonjour Miel, j'ai bien vu votre message. D'abord, je suis désolé s'il n'y a pas eu de réponse à votre précédent message alors que vous traversiez une période difficile et que vous aviez eu une expérience inacceptable en effet à l'hôpital. On a besoin de vous. Et donc je vais bientôt organiser une rencontre à l'Élysée avec des associations, des engagés. Et Miel, je vous propose de venir avec votre groupe pour qu'on en parle, pour qu'on travaille ensemble et que vous nous aidiez dans ce travail. Et le rendez-vous, c'est pour quand? Félicitations, déjà, on peut l'applaudir, je pense. Merci. Je vois le papa qui est dans l'assistance qui est content aussi. Le papa, il est toujours derrière. Nous avons rendez-vous, nous sommes reçus à l'Élysée le 15 pour un premier rendez-vous du coup. Nous, on sait déjà à peu près ce qu'on va aller dire. Je ne peux pas spoil, mais on a des idées d'action court terme, moyen terme et long terme à proposer pour la santé mentale des jeunes. Des choses en court terme qui coûtent zéro, qui sont faciles à appliquer, qui vont soulager énormément de jeunes. Donc, bon, je ne peux pas vous dire désolé encore. On est encore en train de travailler mais je ne relance pas parce que bon, j'ai envie de savoir tout de suite. Hein, tu vois. Mais on est en train de travailler du coup sur ces propositions-là, du coup avec mon père et le docteur Morin, surtout, pour... Qui a élaboré, qui est la psy... Ah oui, j'ai pas précisé, docteur Morin. Avec qui vous avez travaillé pour élaborer. C'est ça, pour élaborer Link. Elle est cofondatrice de Link et mon père est aussi cofondateur de Link. C'est un projet comme ça à 3. Donc voilà, on a rendez-vous là-bas. Moi, c'est pareil, hein, en fait, c'est facile en vrai de faire une vidéo de 2 minutes 30 pour dire que la santé mentale, c'est important. C'est sympa de m'inviter, je suis vraiment très honorée, mais j'attends de voir des actions concrètes, j'attends de voir des choses qui se passent. Parce qu'il y a encore, je te coupe il n'y a pas si longtemps, tu disais que les ministres, ils parlent beaucoup, mais en fait, ils ne font pas grand-chose sur la santé mentale. Elle n'a pas parlé des députés. Non, mais les ministres, j'ai eu la tête d'Anne-Cécile, madame la députée, mais voilà, en gros, les ministres, ça ne sert pas à grand-chose. Si on voit le patron des ministres, ça peut changer la donne. Non, c'est pas trop ça que j'ai dit. C'est que en général, dans le gouvernement politique, moi c'est ce que je vois de mon point de vue en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de très beaux discours, des choses qui sont vraiment intéressantes, mais il se passe rien. La santé mentale, grande cause nationale 2025, c'est toujours rien passé. Alors voilà, le sujet il est remis sur la table. Monsieur le président de la République a fait un TikTok dessus, mais pour moi ça c'est encore dans la catégorie discours. Pour moi, il me faut de l'action, il me faut que je vois des choses concrètes, il faut que je vois de l'engagement, il faut que je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place. Avec un plan d'action concret. C'est ça, mais un truc... Et on voit les étapes. Pas des trucs trop compliqués, il faut des trucs, comme j'ai dit, court terme, moyen terme, long terme. Il faut des trucs réalisables tout de suite qui peuvent soulager un certain nombre de jeunes, des choses moyen terme à réaliser qui peuvent aussi beaucoup soulager, des choses long terme qui vont traiter les problèmes de fond. Parce qu'aujourd'hui, ils ne traitent pas les problèmes de fond, ils ne traitent que la surface. Voilà. Madame la députée Violent. Anne-Cécile. Anne-Cécile. Non, mais je comprends tout à fait ce que dit Miel. Après, je crois qu'il faut quand même être un peu juste. 2 choses. Les derniers ministres de la Santé, on en a eu quand même 9 en 5 ans, je crois. Donc c'est difficile de s'inscrire dans une durée quand une politique publique aussi importante que celle-ci doit justement s'inscrire dans un vrai ancrage et dans la durée, c'est compliqué. Donc ça, c'est lié évidemment à l'instabilité politique de notre pays. Mais je voulais quand même dire un petit mot du dispositif Mon Psy, Mon Soutien Psy, parce que c'est quand même une première réponse qu'a fait le gouvernement, alors sur le mandat précédent, mais c'est la première fois que la France proposait un dispositif où
les consultations de psychologues étaient prises en charge de manière totale. En dehors des CMP, des centres médico-psychologiques, c'était la première fois qu'on pouvait aller consulter un psychologue libéral et être pris en charge. Alors avec toutes les limites, j'exerçais encore à l'époque, et avec toutes les limites on va dire, le côté insatisfaisant de ce dispositif dans sa forme, mais n'empêche que c'était la première fois qu'un gouvernement se saisissait de cela. Et là, on a déjà eu une première amélioration. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. C'est des améliorations en termes de rémunération pour les psychologues. C'est aussi des sujets de pouvoir avoir un accès direct sans passer par le médecin généraliste à chaque fois. Enfin, comme tu le dis très simplement, de pouvoir simplifier, de pouvoir avoir accès à des choses très très concrètes et très immédiates. Je peux faire une petite capsule très rapidement, parce que j'entendais tout à l'heure Sébastien qui parlait des IEN, donc les psychos de l'éducation nationale. Ouais. En fait, aujourd'hui, un psychologue clinicien ne peut pas rentrer dans un établissement scolaire. Alors la différence, très vite, les psychologues de l'éducation nationale sont en général des anciens enseignants qui ont fait une formation en psychologie. Mais Sébastien comme moi, nous sommes psychologues cliniciens, c'est-à-dire vraiment en charge de la santé mentale des gens. C'est un parcours tout à fait différent, bac plus 5 ou plus, etc. Et en fait, les psychologues de l'éducation nationale ont souvent un caractère d'évaluation justement de plus des performances scolaires. Alors bien sûr qu'ils regardent aussi ce qui se passe du côté santé mentale, mais c'est pas leur métier de base. Et à ce jour, aucun psychologue clinicien en dehors de l'éducation nationale ne peut rentrer dans l'établissement. Et je pense que c'est un vrai. En tout cas, moi j'ai vécu une expérience tout au début de ma carrière qui était juste extraordinaire. Une association de parents d'élèves qui ont fait le choix dans 2 établissements, en l'occurrence 2 collèges, de me rémunérer sur le temps de la pause méridienne. C'était une permanence ouverte où j'accueillais les jeunes et c'était vraiment voulu par les parents, puisque encore une fois payé par les parents, les associations de parents d'élèves. Donc les parents étaient informés. Après, je recevais les jeunes sous la forme de l'anonymat. Mais en fait, cette permanence, elle était pleine tout le temps. Tout le temps. Parce qu'effectivement, ça montre à quel point il y avait un besoin de jeunes, mais je pense qu'on en reparlera après sur les causes. Énormément de jeunes qui n'ont pas d'espace chez eux pour pouvoir échanger. Alors pour diverses raisons. Hein. Là, moi, je vis dans une région qui est plutôt assez favorisée, mais des parents qui bossent énormément, où les jeunes sont plutôt très, très satisfaits sur le plan matériel, mais pas du tout sur le plan affectif. J'ai découvert la carence affective dans toute sa splendeur. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'avais suggéré à l'époque à Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale, en disant mais on ne pourrait pas réfléchir à ouvrir un peu nos écoles et peut-être aller proposer des choses directement dans les écoles au plus près des besoins de nos jeunes. Sébastien Penaud, on commence par où? Mettez-vous à la place de Miel, dans 10 jours, vous l'accompagnez, vous allez à l'Élysée, et le président de la République vous regarde dans les yeux et vous dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence par où? Aidez-moi s'il vous plaît, oui. Et que ça ne coûte pas trop cher. Ça, c'est quelque chose qui va nous partager, par exemple. C'est-à-dire que, à titre personnel, moi, mon combat, c'est la cause de l'enfant. L'équilibre budgétaire, c'est une cause, mais si je dois choisir entre une cause et une autre, toujours, je serai du côté de la cause de l'enfant. Et pour avoir vécu, travaillé dans des institutions médico-sociales, ces questions de budget, elles sont récurrentes. C'est tout le temps qu'une institution, un directeur dit « là, c'est compliqué du point de vue des moyens ». Et que l'équipe dit « ah oui, mais ce jeune-là, c'est compliqué ». Et des fois, il faut être un adulte pour un jeune. Eh bien, on se débrouille, on invente, on trouve des astuces pour que ça puisse fonctionner. Je voudrais saluer le travail de Miel, hein, et vraiment, je me réjouis de ce que vous entreprenez. On sait que la santé mentale des jeunes s'est dégradée. Comment on le sait? On le sait grâce aux personnes concernées qui viennent nous le dire. On le sait grâce aux professionnels qui alertent depuis longtemps. Et puis, on le sait aussi parce qu'il y a des études épidémiologiques qui viennent en témoigner. Par exemple, plus de passages à l'acte aux urgences pour tentatives de suicide. Paradoxalement, les taux de suicide ont baissé depuis, si on regarde entre aujourd'hui et 30 ans, mais beaucoup plus de passages passage aux urgences pour tentatives de suicide. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois 2 choses, deux suggestions qui sont à la fois différentes mais non contradictoires. La première, c'est on abonde les dispositifs éducatifs, psychiatriques, médico-sociaux. On a un déficit de professionnels. La solution, recommandée par l'OMS, la Haute Autorité de Santé, l'ensemble des instances qui s'occupent des enfants et du soin, c'est de dire
En première intention, c'est les psychothérapeutes, les éducateurs, les enseignants, les pédagogues. Plus d'adultes auprès d'enfants, aussi bien pour le soin que pour la prévention. Ceci étant, on ne va pas rester dans un système où on demande toujours plus de moyens. Deuxième solution, c'est plus de moyens et on fait confiance. On fait confiance aux équipes, aux professionnels et à leur savoir-faire. Il y a des savoir-faire, les médecins psychiatres, les médecins, les psys dans leur diversité, les éducateurs spécialisés. Ils ont un savoir-faire, Et plutôt que de leur donner des recommandations qui viennent d'en haut de manière un peu surplombante, on se fie à ce qui se joue, à ce qui se passe dans les pratiques, dans les institutions, et voilà, qui ont des effets tout à fait favorables en termes de soins et d'inclusion des enfants. Muriel, est-ce que tu as le sentiment de faire quelque part le travail du gouvernement, justement, avec ces prises de position, ces prises de parole sur les réseaux sociaux, les retentissements de tes messages et cette application? Non, j'ai pas l'impression de... Bon, un peu, parce qu'en vrai, si. En vrai, si, c'est un peu le travail du gouvernement à la base de prendre soin de la jeunesse. Mais pour moi, c'est pas grave, c'est pas très important, parce que moi, je le fais avec le cœur, ça a du sens pour moi. Et je sais que ce sera 100% mieux fait, parce que les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas confiance dans le gouvernement, parce que le gouvernement les a trop de fois déçus. Donc, ils n'ont pas du tout confiance dans tout leur système de trucs, de machins. Ça fait peur. Franchement, ça leur fait peur. Donc, sachant qu'on est indépendant, nous, on garde complètement notre liberté, que ce soit d'expression, la liberté. Moi, je dis ce que je pense, j'ai pas peur, parce que je dis les choses pour le bien de tous les jeunes, en fait. Alors, mais... Je pense que c'est un travail sur lequel on peut collaborer. Bah, la preuve, je suis invitée à l'Élysée. C'est plutôt sympa, ça. Ouais. D'ici quelques jours. C'est un travail qu'il faut faire de façon commune, parce que je pense qu'ils ont besoin de nous, mais on a aussi besoin d'eux pour certaines choses. Voilà. Sébastien Penaud, je veux réagir. Oui, je voudrais réagir à la fois à ce que dit Miel et à ce qu'a dit Madame la députée tout à l'heure. Je crois qu'on gagnerait vraiment à penser autrement les politiques de santé publique et de santé mentale. Vous avez cité mon psy. Par exemple, mon psy, c'est plutôt l'exemple de ce qu'il faudrait faire un peu autrement. 100% d'accord avec vous autour de l'intérêt du remboursement de psychologues en libéral. Hein. Ça, c'est pas une difficulté. Mais c'est pas vraiment une première. C'est-à-dire que, effectivement, l'accès à des psychologues en libéral, traditionnellement, c'était pas en libéral. L'accès gratuit à un psychologue, c'était le CMP, le secteur, autrement dit l'hôpital public, et le CMPP des associations médico-sociales. Le problème, c'est qu'on a un défaut d'accessibilité sur ces institutions historiques, avec des délais d'attente de 6 mois à 1 an et demi pour des enfants et des adolescents. Un enfant de 5 ans ou 6 ans qui a un délai d'attente d'1 an et demi, c'est comme si vous demandiez un rendez-vous chez le médecin et qu'on vous disait bah, revenez dans 5 ans. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Deuxième point, c'est quand même que ça a été une réforme qui n'a pas été concertée, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de levées de boucliers des professionnels psychologues, des associations, des syndicats, faute de concertation. Troisième point, on ne vient pas soulager les services parce qu'on ne crée pas une offre de soins, puisque les psychologues qui sont dans le dispositif sont des psychologues qui sont déjà installés, qui reçoivent déjà et qui ont de l'expérience. Donc, on ne crée pas des places là où il y en aurait besoin, on rend accessible un soin. Le problème, c'est qu'on le rend accessible sous condition. Sous condition, c'est la prescription par un médecin. Le problème, c'est que la psychothérapie, c'est un soin qui peut être orienté, mais qui ne peut pas être prescrit. La sanction, elle tombe immédiatement. La sanction, ça veut dire qu'il y a très peu de patients qui s'engagent dans le dispositif et qu'en plus, il n'y a pas de persévérance dans le dispositif. C'est-à-dire que les patients vont consulter une fois. La première année, c'était 3 fois en moyenne. Et aujourd'hui, selon les chiffres donnés par le délégué ministériel à la santé mentale, Franck Bellivier, c'est environ 5 fois. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche et qui a repensé. Et je suis certain que voilà, notre jeunesse et les personnes concernées peuvent et doivent y contribuer. Miel.
Moi, je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas trop parlé encore. Je pense que les soins, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même de jeunes adultes, peu importe, qui nécessitent des soins avec des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres pour les enfants et tout. Mais moi, je pense que quelque chose qui est très important, c'est aussi la prévention de tout ça. Faire en sorte que les gens, ils aillent plus chez les psychiatres, quoi. Qu'ils aient plus besoin d'avoir un rendez-vous avec des psychiatres, enfin pour ceux en tout cas qui peuvent s'en passer. Je parle de tous ceux qui, par exemple, peuvent vivre des dépressions. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des dépressions, des troubles anxieux et tout qu'on pourrait éviter avant. Du coup, c'est de la prévention forcément. Mais je pense que ça, c'est un truc hyper important parce que dans tous les cas, les systèmes de soins aujourd'hui, ils sont saturés. J'en ai fait des passages aux urgences, aux hôpitaux et tout. C'est très compliqué. J'ai déjà attendu 17 heures aux urgences pour une place à l'hôpital pour qu'au final on me dise non désolé, rentre chez toi, il n'y a plus de place, quoi. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Et si mon père n'avait pas trouvé une place à Rouen, je m'en serais pas sortie. Mais Rouen alors que tu habitais Paris. Ouais, c'est ça. Ils m'ont accepté, ils m'ont prise exceptionnellement parce que j'étais vraiment en détresse ultime. Mais donc je pense que ça c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, c'est la prévention de tout ça, de tous ces troubles, faire en sorte que les jeunes ils prennent soin de leur santé mentale. Et nous, c'est vraiment les messages qu'on fait passer, c'est qu'on a tous une santé mentale, hein, tout le monde, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit médiocre, on en a tous une. Et dès le plus jeune âge, c'est important que les jeunes arrivent à en prendre soin, adoptent dès le début les bons gestes, qui dès le début aient des relations, des piliers, des adultes de confiance. Ça, c'est un point qu'on met beaucoup en avant, les adultes de confiance, parce que ils peuvent éviter de tomber dans ces troubles-là, il faut le faire. Je suis un petit peu cynique, mais bon, il y a quand même des crises économiques, puis il y a une actualité qui est quand même un petit peu chargée, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan économique tout court. Madame la députée, mais comment traiter ce sujet et faire comprendre peut-être au pouvoir public qu'au final, on parle de la jeunesse, de notre jeunesse, et que ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Mais évidemment, je me permets juste de rebondir avant sur ce que disait Miel. Déjà, je t'écoutais, je me suis autorisée à lui demander l'autorisation de la tutoyer parce que c'est vrai que je sens une proximité avec toi et je voulais te dire, je t'écoute et je me dis mais waouh, quelle force, quelle énergie, quelle résilience dans ce que tu exprimes là aujourd'hui. Tu parles beaucoup des personnes de confiance. Alors je vois que tu as un papa incroyable et je pense qu'il est effectivement pour beaucoup de ta force aujourd'hui, mais sans doute pas le seul. Et justement, je fais simplement le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la prévention. Évidemment que la prévention, c'est le point numéro 1. Et quand je dis peut-être d'introduire davantage de professionnels, et pas forcément que des psys d'ailleurs, dans les établissements scolaires, c'est justement parce que il faut pouvoir alerter et surtout dépister le plus tôt possible. Ça veut dire aussi une formation des professionnels, des éducateurs, de tous les éducateurs. Ça veut dire évidemment les enseignants, ça veut dire les potentiellement aussi ceux qui reçoivent des enfants au niveau des associations sportives, culturelles, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un enjeu de dépistage et là où le psychologue et le psychiatre peut être aussi intéressant, c'est justement pour éventuellement poser un diagnostic et se dire oui, il y a quelque chose à faire ou pas. Ça me semble essentiel. Du coup, j'ai oublié votre question. C'est pas grave, c'était sur le coût de l'investissement. Ah oui. Non, mais alors ça, moi je suis députée depuis 3 ans, donc j'étais élue locale avant et je me rendais compte que les lois, des fois, ça fonctionnait pas. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer d'être un peu plus utile autrement. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que quel que soit le domaine, en fait, là on parle santé mentale, mais on peut parler transition écologique, on peut parler logement, on peut parler toutes les politiques publiques, en fait. On avait déjà les indicateurs de ce qui allait se passer, notamment en matière de démographie médicale, tout simplement. On n'a jamais fait, me semble-t-il, des politiques justement sur du long terme, sur de l'investissement à long terme. Il fallait des résultats immédiats, il fallait des retours sur investissement immédiat. Et c'est ce qui fait qu'on n'a jamais... Et c'est pour ça que c'est essentiel ce que tu disais sur la prévention. L'année dernière, j'ai rendu un rapport sur la santé mentale des femmes dans le cadre de la délégation des droits aux femmes à l'Assemblée nationale. Donc, comment ça se passe? Une mission d'information. On va interroger les experts, justement. Et donc, c'est pas des recommandations descendantes. C'est vraiment, on va chercher les experts, on les interroge, on leur demande ce qui se passe, comment on peut être plus pertinent dans nos politiques publiques. Et lors de ce rapport, justement, je terminais là-dessus en disant, mais en fait, ok, on se rend compte qu'on a des femmes qui ne vont pas bien sur le plan de la santé mentale. Elles ne vont pas bien
bien, mais ces mamans qui vont pas bien, forcément, elles vont avoir des enfants qui vont pas bien. Et ces enfants, c'est effectivement notre société de demain. Donc ça veut dire qu'il est impératif, mais impératif de pouvoir les prendre en compte. Et c'est pour ça que enfin, je vous remercie vraiment pour ce temps d'échange, parce que je crois que le temps que tout le monde ne sera pas convaincu qu'il est absolument indispensable pour notre société de prendre conscience de l'importance et de l'urgence de la prise en charge, et évidemment, je te rejoins, des questions de prévention et de dépistage. Et je crois que ça commence quand même à bruisser. Je pense qu'on va avoir des résultats. Et la prévention, le dépistage, la prévention notamment, ça doit passer justement par les jeunes? C'est plus facile, ça s'entend plus facilement si c'est un jeune qui parle à des jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est une piste de réflexion? Ah, mais c'est une piste absolument extraordinaire. Ce qu'a dit Miel est assez intéressant, assez même important, quand elle dit qu'il y a comme une sorte de rupture de confiance entre la jeunesse et certains politiques. Effectivement, je pense que la société, en tout cas au niveau des jeunes, est assez clivée sur son rapport à la politique. On a voilà, une partie de la population jeune qui est plus du tout en confiance, effectivement, avec le monde politique, ce qu'on peut comprendre, et a fortiori dans la période actuelle. Donc effectivement, nous, on a un gros travail à faire pour aller justement leur parler, vous parler. Et pour autant, ou en complément, je pense que c'est pour ça que j'écoutais vraiment attentivement ce que disait Miel. Moi, je me dis, un jeune qui est passé par ce que vit Miel, ou ce que, là, aujourd'hui, il est dans ce que Miel a vécu il y a quelques années, mais c'est la plus belle des démonstrations qu'on peut s'en sortir. C'est la plus belle des démonstrations qu'avec des personnes ressources, avec des personnes de soins aussi, hein, des acteurs de soins, évidemment, dans un environnement qui le permette, eh bien c'est possible. C'est le plus beau témoignage, et le plus concret, et le plus, forcément, le plus convaincant. Sébastien Poneau. Oui, sur ces questions de prévention, c'est vraiment majeur, très important. Je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est d'abord parole à la jeunesse. Hein, ça, c'est incontestable. Parole aux jeunes, très important. Par contre, il ne faut pas que cette prise en compte de la parole des jeunes, elle vienne mettre en retrait la responsabilité de l'adulte. Le dépistage, la prévention, c'est pas l'affaire des autres jeunes, même s'ils peuvent mettre la puce à l'oreille de l'adulte en disant tel copain, tel camarade ne va pas bien. Mais la responsabilité incombe. Je parlais pour la sensibilisation, hein, pour effectivement diffuser le message. Je le rappelle parce que, par exemple, il y a des discours qui sont un peu paradoxaux. Hein. Acquérir les bonnes compétences psychosociales, c'est un peu se démettre à chacun d'être responsable de sa propre santé mentale. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que la santé mentale des jeunes, c'est l'affaire des jeunes, bien évidemment, de leurs paroles, mais c'est aussi l'affaire des adultes, des éducateurs, des psys, etc. Deuxième point, sur les points de prévention, alors on connaît très bien les facteurs susceptibles d'aggraver ou à risque pour les troubles mentaux. Et là, c'est une prise en charge globale de l'enfant et de la personne. Premier facteur de risque, c'est la défavorisation sociale. Hein, il y a beaucoup plus de troubles mentaux qui se déclarent chez les personnes qui vivent chez les enfants qui vivent dans des milieux défavorisés, avec des facteurs de stress, etc. Et donc là, ça implique des politiques publiques d'envergure. Par exemple, dans certains pays nord-américains, au Canada, on met en place des filets de sécurité, non pas auprès des enfants, mais auprès des parents, pour améliorer la qualité de la santé mentale des enfants. Donc, ces facteurs de risque, attention, ce n'est pas des déterminismes, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. On les connaît bien aujourd'hui, mais les prévenir, les mettre en œuvre, ça veut dire une politique de santé très ambitieuse et qui concerne de nombreux secteurs d'activité. Miel. Oui, j'ai vu que tu voulais réagir. Non, j'ai oublié. Ah c'est pas grave. Mais je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Merci. Non, mais évidemment que j'adhère à 100% à ce que vient de dire Sébastien. Et puis, je crois que c'est important quand même de replacer ça aussi dans un contexte. Pourquoi notre jeunesse va si mal? Alors, c'est évidemment, il y a de multiples raisons pour cela, mais je crois qu'il faut vraiment que chaque adulte puisse aussi, effectivement, se confronter à sa forme de responsabilité, les parents en premier lieu, et évidemment les différents éducateurs, parce qu'on sait aussi que des enseignants, et on voit bien aussi tout ce qui peut se passer en matière de harcèlement scolaire, et combien c'est important aujourd'hui de s'en saisir. Parfois, l'adulte ne voit pas ou ne veut pas voir, je ne sais pas, mais en tout cas, l'adulte a un rôle extrêmement important dans ces sujets-là, mais aussi les parents. Enfin, je veux dire, la société évolue et fait qu'il y a manifestement une problématique de
de rupture de transmission des valeurs et puis du sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose autour de ces questions-là qui fait que parfois un jeune se sent totalement en dehors de repères, de valeurs et de pouvoir appartenir à une famille, à un groupe. Et c'est là où on commence à perdre un petit peu peut-être pied. Donc ça veut dire qu'il y a aussi évidemment quelque chose à jouer du côté évidemment de la famille, hein, mais pas que. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que je repère. Alors, je le repérais quand j'étais professionnelle, mais je le repère aussi aujourd'hui à travers les différentes personnes que je peux rencontrer. Manifestement, il y a un job qui est plus fait par certains parents. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, parce que parfois on n'est pas en situation de pouvoir être les parents les meilleurs du monde, parce que difficultés sociales, Sébastien l'a dit, mais pour plein d'autres raisons. Et tout à l'heure, j'évoquais même des parents qui peuvent être justement en difficulté eux-mêmes. Donc il n'y a pas de jugement. C'est un fait. Aujourd'hui, on n'a pas toujours des parents qui arrivent à être structurants pour les enfants. Et ma question auquel je ne réponds pas encore et que j'échange avec mes collègues, c'est l'État qui doit se substituer à ça. C'est une vraie question, hein, et c'est tout le sujet de l'éducation nationale ou du ministère de l'Instruction. Enfin, on a eu des débats énormes par rapport à ça. Je vous donne juste un exemple. Quelque chose qui fait beaucoup débat en ce moment, c'est les VARS. C'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui me semble être indispensable. Ça, on pourra s'en dire un mot aussi. Indispensable. Avant, c'était les parents qui proposaient ça aux enfants. Donc, il y a quand même un vrai sujet de qu'est-ce qu'on fait quand on a une société où manifestement, pour X raisons, les parents ne sont plus aussi compétents qu'ils ont pu l'être. Et c'est pour certains, et dans certaines circonstances, et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de jugement. Mais n'empêche, la question, c'est l'État doit s'en saisir. Miel, je t'ai vu lire bon nombre de messages sur tes différents comptes, à commencer par ton compte Instagram. Tu relais souvent des messages que t'ont laissés, avec leur autorisation, j'imagine, certaines personnes. Tu as le sentiment, toi, aujourd'hui, que la parole se libère un petit peu, et tu as des éléments, toi, pour que les jeunes qui s'adressent à toi, justement, se sentent en confiance? Alors, déjà, je vais rebondir rapidement. Ah, t'as retrouvé, vas-y. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé. Non, c'était pas exactement par rapport à ça, mais c'est autre chose. Okay. Moi, je vous rejoins complètement sur le lien jeune-adulte. Aujourd'hui, il y a un énorme gap générationnel qui s'est créé entre les deux générations, parce que nous, les jeunes, on a grandi avec les réseaux sociaux, donc on est tout le temps sur notre téléphone. Donc, c'est insupportable. Voilà, c'est ça. Exactement, mais c'est le discours de beaucoup de parents. C'est, ouais, t'es sur ton téléphone, tu fais rien de ta vie, mais tu vas rien faire de ta vie. C'est pas la peine de m'imiter, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, mais c'est pas pour tous les parents, évidemment, mais pour beaucoup de parents, c'est ça les discours. Ouais. Et eux, de leur côté, ils n'ont pas grandi comme nous on grandit. Ils ont une vie complètement différente de la nôtre. Et donc, ce lien qui est aujourd'hui perdu, ce lien de confiance entre les jeunes et leurs parents, les jeunes et l'école, les jeunes et le gouvernement, les jeunes et tout le monde, il est complètement cassé, il est fissuré. Il n'y a plus de lien. Donc, je pense que ça, c'est un truc hyper important, mais il faut montrer aux jeunes qu'on les écoute, parce que je pense que c'est un sujet, ça, c'est que les jeunes, ils se sentent incompris, ils se sentent jugés, ils se sentent délaissés par tout ça, par leurs parents, souvent, par l'école, par le gouvernement. Pas typiquement, il y a quelques mois, il y a un TikToker qui a fait faire une pétition qui a été signée par 300 000 personnes pour faire du 8h-13h à l'école. Bon, le truc un peu compliqué à mettre en place directement, mais l'idée était là. Et la ministre de l'Éducation de l'époque avait répondu et elle avait dit on l'invite, au final on l'invite pas, et en fait tiens, on va remettre le bac obligatoire, les maths, je sais pas quoi, on oblige. En fait, ils se sentent complètement délaissés. Ils ont l'impression que personne les écoute, que leur voix ne compte pas, qu'on ne les prend pas en compte dans tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle des jeunes. Je suis jeune, je suis là, c'est sympa. C'est hyper important d'inclure la jeunesse dans tous ces processus-là. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi, ce que les gens ils me disent dans mes messages, j'écoute ce qu'ils me disent parce que c'est eux, en fait, qu'on aide. C'est pour eux qu'on fait tout ce qu'on fait. Et voilà, en gros, c'est important de les écouter et pas de bypasser ce qu'ils nous disent en se disant bon, c'est des gamins, ils y connaissent rien, ils comprendront plus tard. Non, c'est pas vrai. Nous, on est une nouvelle génération. On lève les tabous sur plein de sujets, notamment grâce aux réseaux sociaux. Hein. Moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai percé sur TikTok en racontant mon histoire. C'est tout. Sinon, je serais pas là. On lève les tabous. On fait sauter tous les clichés qu'il y a, et ça, sur la santé mentale, en ce moment, ça commence à bien monter, mais sur aussi plein d'autres sujets. Il y a divers sujets qui ont
qui ont été mis sur la table grâce aux réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un espace hyper utile aujourd'hui pour les jeunes, pour la société. Simplement, il faut bien apprendre aux jeunes comment utiliser les réseaux, parce que ça peut être traître. Les réseaux, ça peut être génial. C'est ça aussi, ça peut être génial, parce que toi, tu as réussi à le tourner d'une manière où justement... Mais ça l'a pas toujours été. Ça l'a pas toujours et avant, été. c'était très compliqué. Ouais, j'ai eu des années où... T'aurais pu être fâché à vie, justement, avec ces réseaux sociaux. Non, j'aurais pas été fâchée, mais juste, moi, j'y connaissais rien, donc je me faisais prendre à l'envers, quoi. Je tombais dans les pièges, dans tous les pièges, sauf que ça, c'était moi de 10, 11, 12, 13 ans, mais aussi 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur les réseaux. Il faut bien me croire que eux tous, ils sont déjà tombés dans les pièges de l'algorithme, dans les fake news, dans les machins. Moi, j'ai mon petit frère de 8 ans qui vient me parler de trucs, je lui dis, mais Harry, t'as entendu ça où? Bah, sur YouTube Shorts. Je lui dis, bah voilà, je sais pourquoi c'est pas vrai, quoi. Ouais. Donc, faut les éduquer, faut les accompagner dans tout ce processus. Madame la députée. Non, mais je suis évidemment d'accord. Alors, après, j'ai le sentiment qu'on ne vous écoute pas, et ça, j'entends complètement. Après, vous n'êtes pas forcément juste dans toutes vos propositions non plus. Hein. C'est là où, effectivement, c'est intéressant de pouvoir confronter ça aux l'école experts. 8h-13h, c'est ça? Non, alors ça, pour le coup, je trouve ça hyper pertinent. Mais c'est vrai, les Allemands y arrivent très bien. Pourquoi on ne le ferait pas? Bien, ouais. Et c'est en questionnement. Hein, c'est en questionnement. Donc, non, je pense que ça peut être... On sait très bien qu'on ne peut pas être concentré de 8h le matin à 16h30, c'est pas possible. Donc, partant de là, c'est un vrai sujet. Mais sur la question des réseaux, mais mon Dieu, comme tu as raison, c'est une vraie éducation. Enfin, je vous donne juste un chiffre, moi, qui m'horrifie, c'est 28% des mineurs sont tous les jours sur YouPorn. Enfin, c'est juste pas possible, c'est pas entendable, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre société et notre rapport, justement, les jeunes, là, c'est pas possible. Enfin, et alors quoi, c'est le rôle des parents d'éduquer au réseau. Non, je pense que c'est le rôle d'un peu tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Autant les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, eux, ils touchent les jeunes. Franchement, il y a Michou, Inoxtag, vous les connaissez? Oui. Inoxtag, oui. Ok, ça va. Michou aussi. Ce sont des... Bah, Michou, il a dansé. Bah, Michou, il a fait danser avec les stars. Ah oui. Bref. C'est pas grave. Ah oui. Mais ces gens-là, ils sont hyper influents. Mais ils ont une influence, mais même pas vous vous rendez compte de comment ils touchent ces jeunes-là. Ouais. Eux, ils ont un rôle à jouer. L'école, c'est la source la plus stressante chez les jeunes aujourd'hui. C'est la cause le facteur le plus stressant chez les jeunes. L'école a un rôle à jouer dans le bien-être des jeunes. Les parents ont un rôle à jouer dans le bien-être des jeunes. Qu'est-ce que tu changerais? Je sais que tu ne veux pas nous livrer effectivement tous tes propos. Tout simple, qu'est-ce que tu changerais justement dans l'environnement scolaire pour que ça aille mieux déjà? Mais ça c'est les propositions pour l'Élysée. Hein, je suis désolée. Deuxième fois. Franchement, je suis désolée, mais vous en saurez bientôt plus. Donc dans 10 jours, vous savez. Sébastien Ponneau. Oui, j'ai cru entendre mes enfants, je leur fais un clin d'œil dans ce que vous disiez, dans les reproches que vous adressiez à la génération précédente. Moi, je suis dans une génération de transition et je suis aussi professeur en sciences de l'éducation. À un moment donné, dans les années 2000, on a pensé que les écrans, que le numérique, c'est quelque chose qui allait révolutionner l'éducation et aujourd'hui, on pense que c'est le soin aussi. Et puis, ça, c'était un des enseignements de la crise Covid. On s'est tous mis devant les écrans pour donner cours ou pour recevoir des enseignements et on s'est aperçu que non, ça marchait pas du tout comme ça. Qu'il y avait besoin de la présence des adultes, de la relation, de la rencontre, de la médiation, etc. Et donc, nous aussi, on a appris avec le développement du numérique. Là où vous avez entièrement raison, c'est de dire, mais nous, on est sur ces réseaux sociaux. Et nous, en tant qu'adultes, soignants, on est cliniciens. Ça veut dire qu'on va là où sont les jeunes. On part de ce que disent et font les jeunes. Et l'enjeu, c'est pas tellement de dire les écrans, c'est pas bon pour la jeunesse. C'est pas du tout ça l'enjeu. C'est la médiation qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc c'est à nous d'être avec eux sur des temps de partage de ces activités sur écran. À nous, en tant qu'adultes, d'investir le numérique. Et aussi, parce que c'est une autre partie de notre fonction, de leur faire d'autres propositions. De les nourrir avec de la culture plus classique ou de ce qui relève de notre histoire ou de nos propres désirs. Mais c'est dans ces espaces partagés et dans ces interactions que quelque chose de structurant pour l'enfant, l'adolescent, va pouvoir se jouer. Anne-Cécile, je vous ai vu faire la moue, il me semble, quand j'ai entendu investir le numérique. Oui, parce que
Malheureusement, tous les adultes ne sont pas en capacité de le faire et de pouvoir transmettre justement les bonnes pratiques. C'est là où effectivement il peut y avoir aussi des ruptures générationnelles, mais pas que. Enfin, il suffit de regarder les parents avec leur téléphone et le bébé dans la poussette. Enfin voilà, je veux dire, il y a aussi du mimétisme, évidemment, si cette génération en est là. Et c'est là où effectivement, alors bien sûr qu'il y a des questions de sensibilisation, peut-être de formation aux adultes sur le numérique. Et puis, il y a aussi effectivement le législateur qui, à un moment donné, dit quand on n'est pas en capacité de se protéger, on a deux lois, la récente de 2023, qui permettent d'encadrer notamment la majorité numérique. 15 ans, il faut être en capacité de prouver qu'on est majeur quand on s'inscrit sur un réseau, par exemple, ou alors avoir le consentement d'un des parents. Et puis une loi aussi sur les influenceurs, justement pour pouvoir essayer de limiter les dommages que peuvent créer les influenceurs, notamment en matière d'image pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Je vous la fais très très résumé là, mais voilà, c'est comment le législateur peut aussi se saisir de ces sujets quand on se rend compte qu'il y a quand même un danger trop prégnant. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on fait appel à toi via les réseaux sociaux? Sur les réseaux? Ouais. Moi, j'ai beaucoup... un thème récurrent? Un thème, ouais, l'école. C'est dur, l'école. L'école, c'est pas facile. Moi, on me parle souvent de la pression scolaire dans mes messages ou dans les messages de Link. Donc le burn-out scolaire. Ouais, voilà, la phobie scolaire. La phobie scolaire. Ou sinon, j'ai beaucoup d'histoires, typiquement de harcèlement ou d'agression, de choses comme ça, et de jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas à qui en parler, et qui du coup se tournent vers moi pour me demander conseil. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a vraiment trop. Et du coup, avant de livrer les différents numéros, et on va les égrener, ou les différents services, c'est quoi le plus important? C'est déjà de leur dire je te crois et de leur accorder du temps? Je pense que c'est important de ne pas minimiser ce qu'ils ressentent, parce que si ils sont là à nous envoyer un message, un pavé qui fait toute la page pour nous dire que ça va pas parce que ça ou ci ou ça, c'est important de ne pas minimiser. Et après, nous, notre conseil numéro 1, c'est de parler à quelqu'un. Nous, on n'est pas psychologue. Enfin, notre Link, c'est pas une application ou une fondation qui est là pour le soin des gens. On est là pour la prévention. Donc, on peut pas prendre en charge individuellement des personnes. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les redirige vers des professionnels de santé. On leur dit d'en parler, ou que ce soit à l'école, à des infirmières scolaires, leurs parents, des oncles, une tante. On essaie de leur donner plein d'outils pour qu'ils arrivent à sortir de leur situation. Même typiquement, on fait beaucoup de sensibilisation et de prévention sur les réseaux sociaux. On a un format qui est animé par le docteur Claire Morin, qui est du coup médecin psychiatre, cofondatrice de Link, qui va vraiment donner des conseils autant aux jeunes qu'aux adultes. Parce que c'est vrai que les adultes, surtout les parents, on va dire, nous on dit adultes de confiance, c'est plus général, mais les adultes n'ont pas tous les outils en main pour aider les jeunes. Ils ont pas de mode d'emploi. Moi, franchement, je peux pas imaginer comment ça doit être difficile. Ça me donne pas envie d'avoir des gosses, de faire tout ça. Mais on essaye de leur donner des conseils, de leur donner des astuces pour toutes sortes de situations. Typiquement, on va avoir un jeune, la vidéo, ça va être... ça, en plus, vous en avez parlé, c'est comment aider un ami en détresse. Comment est-ce qu'on aide un ami en détresse? Je sais pas, mais on leur donne les conseils. Pour les parents, ça va être je découvre que mon jeune, il fume, qu'est-ce que je fais? Je découvre que mon jeune, il se fait du mal, comment réagir? C'est toutes ces choses-là qu'on essaye de partager sur les réseaux sociaux. Et donc aussi lever les tabous, du coup, sur la santé mentale, avec beaucoup de créateurs de contenu, parce que je pense sincèrement qu'ils ont un rôle énorme à jouer dans tout ce processus-là. Donc on essaye d'inclure tout le monde. On essaye si tout le monde s'y met un petit peu, on peut faire de grandes choses. C'est ça qui est complètement fou, c'est que ça n'aille pas plus vite, Madame la députée, sachant qu'il y a consensus sur cette thématique. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas et qu'il faut mettre les moyens et qu'il faut y aller. Et pourtant, on a quand même le sentiment que l'on rame. Moi, j'ai l'impression que ça fait 3 ans, alors j'ai pas fait de conférence, mais ça fait 3 ans que je travaille ici à School TV, ça fait 3 ans qu'on fait des émissions sur cette thématique, ça fait 3 ans qu'on égrène et que j'égrène effectivement les chiffres qui franchement font froid dans le dos, avec des témoignages aujourd'hui avec les réseaux sociaux qu'on a à l'appel, et pourtant ça n'avance pas. Non, mais je crois que c'est effectivement à un moment donné de pouvoir avoir un vrai arbitrage politique sur des priorisations. Alors, il est un fait que la gériatrie comme la psychiatrie pendant longtemps ont été les parents pauvres de la santé. Donc, c'est, on va dire,
plutôt récent qu'on se dit peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, en matière je rejoins Sébastien sur ce qu'il disait tout à l'heure. Le fait est qu'on a aujourd'hui des services qui sont plutôt très pertinents dans la manière dont ils fonctionnent, mais malheureusement, il y a des attentes telles parce que manque de personnel, parce que effectivement manque de moyens. Il n'y a pas qu'une question de RH, il y a aussi une question de moyens. Et clairement, ma réponse, c'est sans doute qu'on n'a pas pris conscience encore suffisamment de l'urgence. Et puis, évidemment, on va placer ça dans un contexte de contraintes budgétaires quand même assez exceptionnelles qui font que il va y avoir effectivement des arbitrages à faire et des arbitrages massifs. Et on l'a vu là sur donc c'est le projet de loi de finances sécurité sociale. Ça fait mal parce que les arbitrages ne sont pas forcément là où on les attendrait. Et puis vous avez chacun des secteurs qui vient défendre sa cause en disant mais attends, la mienne elle est peut-être aussi importante que la tienne. Est-ce qu'on peut rappeler, s'il vous plaît, Sébastien Penaud, quels sont les signaux faibles au final avant une dépression ou voire même un passage à l'acte, et comment faire la différence avec peut-être certaines humeurs? Il y a une différence fondamentale entre l'acting out, l'alerte, et le passage à l'acte, c'est que par définition, le passage à l'acte ne prévient pas. On ne le voit pas venir, on ne l'entend pas venir. Sinon, on le préviendrait, l'entourage le préviendrait. L'acting out, lui, il est là pour lancer l'alerte, mais c'est déjà grave et à prendre au sérieux. Sur les signaux faibles, alors là, les personnes de première intention, incontestablement, c'est les parents. C'est les parents qui savent, qui connaissent l'enfant, qui savent quand il va bien, ce qui ne va pas, qui sont à son écoute, même quand parfois les relations parents-enfants ne sont pas idéales ou un peu complexes. Les parents, ils savent. Les parents, et puis avec les parents, les enseignants, les éducateurs, parfois les jeunes, ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire que ça ne va pas. Et donc, ils ont des comportements dits déviants. Ils font des bêtises, ils parlent mal, ils sont énervés. Tous ces signaux faibles, là, et de manière générale, tous les signaux qu'envoient les enfants, les jeunes, l'adulte a pour responsabilité d'en tenir compte. Si les parents s'inquiètent, si les camarades de l'enfant s'inquiètent, alors à ce moment-là, c'est une alerte auprès des professionnels, le médecin de famille, le psy. Vous avez accès à un ensemble de services, psy, on l'a dit tout à l'heure, les CMP, les CMPP, ils sont saturés, mais ils sont là. Les psy en libéral, ils sont là aussi. Les services d'éducation spécialisée et de prévention, ils sont là aussi. Donc les signaux faibles, c'est toujours au cas par cas et c'est toujours fonction de la qualité du lien entre les adultes et les enfants, en premier lieu les parents et ensuite les éducateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens sur votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas assez, ça c'est clair. Ou on fait peut-être même pas ce qu'on devrait faire. Par contre, les professionnels qui sont en fonction, eux, ils font un très bon travail. Ils font un travail de grande qualité. Et ça, il faut en tenir compte et il faut les soutenir dans leur travail. Je reviens sur ce que Miel disait autour de l'école. Freud, qui est le père de la psychanalyse, disait « Éduquer, c'est un métier impossible ». C'est un métier impossible parce que ça fait appel au désir du sujet et qu'on est toujours certain de résultats insuffisants. L'éducation nationale, aujourd'hui, elle a pour fonction, 1, de former les élites, 2, d'accueillir chacun et d'inclure chacun avec ses difficultés et ses différences. Dans un contexte de classe chargée, voire saturée, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Et l'éducation nationale se retrouve dans cette situation de métier impossible. Et là, je suis entièrement d'accord avec Miel. Si on peut, à minima, alléger la pression scolaire, aménager l'environnement, aménager les pédagogies, de manière à ce que dans le groupe, on ait toujours une vigilance à la singularité de l'enfant, de là où il en est, de son rapport au savoir, aux apprentissages, aux autres, là, on aura gagné quelque chose. Merci à tous les trois. C'est pas terminé. Il nous reste encore quelques minutes, mais j'aimerais effectivement, avec les téléspectateurs, que certaines personnes du public nous posent des questions. N'hésitez pas, allez-y. Si quelqu'un souhaite poser une question, je vais piquer un micro et je vais faire le passeur de témoins. Et voilà, une première question assez rapidement. Je vous en prie, présentez-vous. Oui, bonjour, Daphné Kaufmann, j'ai fondé et je dirige un lieu qui s'appelle les Ateliers 62 où on accueille des jeunes justement qui ont des problèmes scolaires. C'était pas du tout
à l'origine, ce qu'on faisait, nous, ce qu'on leur proposait, c'était de s'exprimer à travers les pratiques artistiques. Et puis petit à petit, on s'est spécialisé dans des jeunes qui sont en phobie scolaire. On est à Raspail, on est à Vavin, on est en plein cœur de Paris, dans un quartier ultra privilégié, mais ces jeunes-là aussi, ils vont mal. Et le problème qu'on a, c'est que nous, on n'arrive pas, on est des tout petits, moi je dis, on est des tout petits David face à des énormes Goliaths, on n'arrive pas directement à aller voir des jeunes et leur dire on est là tout simplement. Et moi dans mon bureau, moi je suis directrice, mon bureau est toujours ouvert et encore aujourd'hui on faisait des vidéos TikTok et on rigolait, mais parfois ça m'arrive 5 fois par semaine d'avoir des jeunes privilégiés, des jeunes qui sortent de l'école et qui pendant 1 heure n'en peuvent plus de l'école. Pendant 1 heure, ils ne peuvent pas travailler s'ils ne viennent pas vider leur sac. Ils ont des psys, c'est juste qu'ils en ont marre des psys, ils en ont marre du rythme scolaire, ils ne peuvent pas aller parler à leurs parents. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour dire à ces jeunes, il y en a plein des structures, moi je fais partie de plein de réseaux, comment on fait pour se faire connaître auprès de ces jeunes? Qui veut répondre? Alors, nous, on est en train de travailler dans l'application Link pour référencer justement toutes ces associations, les numéros d'appel, les numéros d'écoute, les associations, toutes les organisations qui sont évidemment peu connues de tous les jeunes, ce qui est malheureux parce que c'est votre cible. On travaille pour référencer tout ça dans l'application. Donc ça, c'est en cours de création. C'est en cours, ça arrivera d'ici peu. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que le jeune, il va venir, il va dire « Ok, moi, j'ai ça comme difficulté. Je sais pas, par exemple, j'ai du mal à manger, j'arrive plus. » Et il a du mal, il va dire j'ai du mal à manger, j'arrive plus à manger, nanana. Il va partager sa localisation, ça va lui trouver directement les associations, les structures qui sont autour de chez lui, qui pourront l'aider. Parce que c'est vrai que finalement aujourd'hui, nous on se rend compte même avec le temps qu'il existe beaucoup de choses. Il y a plein d'associations géniales qui font du super travail, qui sont dans le terrain directement, mais en fait personne connaît leur existence, personne ne sont au courant de où elles viennent, de où elles sont et tout. Donc on travaille sur un référencement global pour toutes ces associations en tout cas. Une autre question s'il vous plaît. Merci pour vos interventions. Je voulais savoir si vous aviez identifié des pays qui auraient des initiatives qui donnent envie, sur lesquelles on pourrait peut-être s'appuyer ou s'inspirer. Qui veut répondre? Sébastien Ponneau. Oui, je vous donnerai la parole après. De mon point de vue, la situation va pas très bien en France. Mais de mon point de vue, on a une culture du soin psychique, psychiatrique, éducatif, pédagogique en France qui est extrêmement riche. Et qui est beaucoup plus riche que dans d'autres pays, notamment nord-américains. Par exemple, aux États-Unis, la réponse, elle est immédiatement médicamenteuse, en première intention, et avec une difficulté d'accès beaucoup plus importante à tout ce qui est soins, prévention, éducation. Aux États-Unis, ils médiquent beaucoup plus et les gens vont de plus en plus mal. Donc, on a la chance en France, justement, d'avoir une histoire de la pédagogie, du soin psychiatrique. Faut peut-être pas prendre un cas extrême non plus. C'est pas un cas extrême, c'est le gold standard. Et les États-Unis, c'est le gold standard. C'est le gold standard. Et donc, sur le plan psychiatrique, c'est compliqué quand même. Sur le plan psychiatrique, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'idée, c'est de dire, on fait pas si mal, mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. On a des outils, et il faut augmenter leur potentiel. Voilà. Parce qu'il y a le voisin qui fait quand même beaucoup mieux, j'imagine. Le voisin, non? Le voisin canadien? Les Canadiens ont toujours été très, très en avance sur la question de la relation d'aide et effectivement, on va dire dans la diffusion d'une certaine culture et de formation justement des aidants. Mais merci Sébastien de dire ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un système social en France qui est quand même, il faut le reconnaître, performant. On peut le critiquer, on peut dire plein de choses, mais effectivement, non. Alors après, moi, je travaillais à côté de la Suisse aussi, où on a aussi des prises en charge qui sont très intéressantes et puis où on essaye d'avoir une vision vraiment, on va dire, très complémentaire au niveau des différentes professions et c'est pas du tout psy et évidemment on essaye de s'éloigner aussi de l'aspect médicamenteux quand on peut, parce que c'est pas toujours possible non plus. Merci à tous les trois, merci beaucoup Sébastien Ponneau, merci à vous Anne-Cécile Violant, on peut les applaudir s'il vous plaît, merci à toi Miel à Beatball. On se redonne rendez-vous dans 10 jours?
T'auras réussi à convaincre le président de la République? Ça se fait jamais en une fois, j'imagine. Vous en faites pas. Vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur Link. On va faire des belles choses. C'est en cours. YYNK. Merci à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on se retrouve très vite avec d'excellentes nouvelles, bien évidemment, j'espère, sur l'antenne de School TV. Excellente soirée.